C'est un roc, c'est un pilier, que dis-je, c'est une péninsule. Pardon, je m'emporte, ça c'est autre chose. C'est le top du top 14. 34 essais, 3 commotions cérébrales. Il est plus fort en plaquage qu'en placo, car en IMO, il est 0. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans votre brunch de l'immobilier du samedi. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. On va encore apprendre plein de choses sur l'immobilier. Et attention, l'immobilier pour tous et partout en France. Partout en France, avec aujourd'hui un thème bien spécifique. Faut-il investir en 2025 ? Vous allez investir, Jean-Philippe ? Peut-être, parce qu'à force de regarder l'émission et de participer à l'émission tous les week-ends, je commence à me dire qu'en effet, c'est intelligent d'investir. C'est bien pour nous, c'est bien pour nos enfants, nos petits-enfants, donc pourquoi pas. Et en plus, il y a une histoire de taux, l'immobilier pas cher. Il y a plein de profils d'investissement en 2025 possibles. Nos experts ont bien travaillé, mais vous avez aussi une chance incroyable puisque vous recevez une invitée extraordinaire, comme d'habitude. Ah oui, alors moi, j'ai tout misé sur Cholet. Alors, pas sur la ville, mais sur Christelle Cholet. Christelle Cholet, que j'adore, c'est une artiste qui sait tout faire. Elle sait chanter, elle sait jouer la comédie, et elle est dans un spectacle partout en France qui s'appelle Reconditionné. Et en plus, au niveau immobilier, elle est dingue parce qu'elle a acheté un théâtre. Eh ben voilà, alors peut-être qu'investir dans un théâtre, c'est une bonne opportunité en 2025. Nos experts sont là. Faut-il investir en 2025 ? C'est maintenant. Investir en 2025, c'est le sujet de cette émission avec 4 experts au top. Une petite nouvelle, Alexandra, qui vient de la région Aquitaine, de Bordeaux. Oui, bonjour Alexandra, bonjour, ça va ? Bruno, très bien, merci. Julien Le Goff, bon, breton, il défend sa Bretagne de manière très importante. Quoi qu'il arrive, oui. Quoi qu'il arrive. Et alors donc, tu vas nous parler des investissements en Bretagne. Il y a des choses intéressantes à dire. Il y a pas mal de choses à dire, oui. Bon, Marseille, bien évidemment, avec Alexandre Augusto. Bien sûr, on va défendre Marseille, comme d'habitude. Et on a bien évidemment Alexandre Masson qui... Alors là, c'est ton émission, Alexandre. Ah là, je suis dans mon élément. Là. 2025, en plus, je pense que ça va être une année fantastique pour investir. Ça va être une super année. Ça va être assez sympa, là. Alors, pour vous challenger un petit peu, on va commencer avec où il faut investir dans vos régions. On commence avec toi, Alexandre. À Marseille, dans la région PACA, le top 3 des villes où il faut investir. Comme ça, à brûle pour point. Comme ça, déjà en premier, Marseille, on est la 2e ville de France, mais en termes de prix au mètre carré, on est pas loin de la 10e, donc du coup, il y a encore une large progression avec plein de projets. En 2e, je vais aller sur toutes les villes au pourtour. On va parler peut-être d'Aubagne, qui est très dynamique, qui évolue bien. Et en 3e, je vais aller sur une ville que tout le monde connaît, qui est connue dans le monde entier, qui est Aix-en-Provence, avec des prix au mètre carré très chers. C'est une ville très patrimoniale, mais par contre qui ne perd pas de sa valeur, parce que beaucoup de touristes, beaucoup d'attractivité, et des prix au mètre carré à la location, qui sont quasiment comme Paris. Donc du coup, mais avec des prix qui vont de 5 à 7 000 euros le mètre carré. Ouais, donc voilà, on est encore un peu en Bruno. dessous de Paris, mais ça reste des villes qui sont parmi les plus chères de France, Aix par exemple. Hein. Ah oui, bien sûr, ça peut monter jusqu'à des 10-15 000 euros selon où vous êtes. Si vous êtes en plein cours Mirabeau, le fameux cours Mirabeau... Tu peux me tutoyer maintenant, tu sais, on est entre potes. Hein. Non, je parlais de vous. Bon, Julien, la Bretagne. La Bretagne, le top 3, Rennes, tout d'abord, grosse ville étudiante. Ah bon ? 1h30 de Paris, on approche 6 000 euros le mètre carré, donc une ville ultra dynamique. Ensuite, il y a Brest, moi j'aime beaucoup Brest. Ah, voilà, c'est ça. Le prix au mètre carré sur Brest est vraiment plus près, qui se rapproche du prix de chez moi, donc 2006. Brest, une ville qui n'arrête pas de se développer. Ouais. Et Vannes, j'aime beaucoup Vannes également. Ah bah oui. Le Morbihan. Non, le marché de ces 3 villes-là est dynamique, mais la Bretagne en général est attractive. Ouais. Alors, Alexandra, toi, effectivement, c'est la région de Bordeaux. Tu conseillerais à nos téléspectateurs, pour ta première, quelle ville pour des investissements locatifs ou patrimoniaux ? Alors, pour la première ville, je dirais Libourne, qui est à peu près à 25 km de Bordeaux. Ouais. C'est une ville qui devient attractive de plus en plus, qui attire de plus en plus de monde. Quel prix au mètre carré à Libourne environ ? 2500 euros le mètre carré. Ah, pas mal. Deuxième, je dirais le côté rive droite. On a un nouveau quartier qui est en train de se développer. On a également l'Arena, qui est notre nouvelle salle de concert à Bordeaux. C'est ça. Et donc ça, c'est un quartier qui a le vent en poupe. Qui a le vent en poupe également. Et je dirais Talence, qui est un pôle universitaire. Donc la demande locative est forte. Les profils d'investissement sont extrêmement variés. Hein. Il y a effectivement les gens qui se disent « Tiens, je vais devenir rentier à 30 ans ». Non, il faut casser le mythe. Clairement, aujourd'hui, il faut arrêter d'y croire. C'était potentiellement valable il y a 10 ans.
Quand moi j'ai commencé à investir, oui, c'était possible parce que tu avais un ratio entre la valeur foncière et la valeur locative qui était très intéressante. Malheureusement, avec l'évolution des prix immobiliers, ce qui s'est passé, c'est que les prix locatifs n'ont pas suivi en fait cette courbe de l'évolution des prix immobiliers. Pour nous inspirer, tu as été voir Swan, c'est ça, hein? Oui. Qui nous explique pourquoi ils ont décidé d'investir. Regardez. Ce qui m'a motivé, notamment pour moi en tant qu'entrepreneur, c'était de pouvoir, entre autres, me constituer une retraite en capitalisant sur une valeur sûre qu'est la pierre. La deuxième raison, c'est une vraie raison de transmission. J'estime que la pierre est un des éléments aujourd'hui qui permet de constituer un patrimoine qu'il est relativement facile de transmettre et peut-être d'aider la génération suivante à atteindre un autre palier financier. La troisième raison, très honnêtement, c'est purement de l'intelligence financière puisque je pars du principe que les banques nous donnent la possibilité, lorsque nous avons des revenus suffisamment sécurisés, d'utiliser des lignes de crédit pour pouvoir investir dans de l'immobilier. Et je trouvais ça dommage que mon épouse et moi ayons le soutien des banques françaises et que nous ne profitions pas de cette opportunité pour pouvoir investir et créer tout simplement de la richesse et du patrimoine. J'ai donc décidé d'investir dans un bien qui m'a été proposé dans le quartier du Panier, qui est un bien que j'ai acheté 145 000 €, que je loue aujourd'hui 800 € par mois, charges comprises, avec un locataire sécurisé qui se plaît dans le quartier. Et tout ça, forcément, pour moi en tant qu'investisseur, ce sont des éléments rassurants et qui me permettent de rester focus et de ne pas avoir d'inquiétude particulière. Voilà. Alors là, on a un investisseur, Alexandre, parfait. L'effet de levier dont on parle. Tiens, dis-nous ce que c'est que l'effet de levier pour nos téléspectateurs. Mais l'effet de levier, c'est-à-dire tout simplement, la banque va me prêter de l'argent pour acheter mon bien immobilier. Je vais avoir des mensualités de crédit qui vont être payées par des revenus locatifs. Exactement. Donc, en gros, vous capitalisez grâce à l'argent de la banque. J'ai fait un raccourci très simple, mais c'est pour expliquer. C'est exactement ça. Alexandre, un truc à rajouter sur l'effet de levier, peut-être? En fait, c'est ça la plus grosse source d'enrichissement aujourd'hui. C'est pour ça que les gens vont vers l'immobilier. Sinon, ils iraient vers d'autres placements financiers. L'effet de levier, c'est le plus gros avantage qu'on a dans l'immobilier. Et il faut en abuser, si je peux me permettre, parce qu'on va faire fructifier de l'argent qu'on n'a pas. Mais est-ce que les banques prêtent, Jean-Lien, est-ce que les banques prêtent aujourd'hui et en 2025? Là, c'est ça qui nous intéresse. Est-ce qu'ils vont prêter en 2025? Les banques ont déjà prêté en 2024, les taux d'intérêt ont baissé, ils vont continuer à baisser, voire stagner sur du moins le premier trimestre 2025. Il n'y a pas de raison. Le plus compliqué, c'est d'acheter son premier investissement. Après, une fois qu'on a fait ses preuves devant le prêteur, le banquier, et ben forcément. Bon, alors on parle de rentabilité, de rendement, etc. Quelles sont les différences et comment s'y retrouver quand on est un novice? Alors déjà, il y a beaucoup de critères à prendre en compte. Il faut prendre en compte la situation financière, la situation de la famille, les objectifs à atteindre et la fiscalité. Ça, c'est l'ensemble de ce maillage-là qui va définir une bonne stratégie. Qu'est-ce qu'on veut faire? Pourquoi on investit dans l'immobilier? Donc définir le pourquoi. Bon. Une fois qu'on a pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Bon, tout le monde veut gagner de l'argent. Ouais, tout le monde veut gagner de l'argent. Donc on fait le maximum d'effets de levier et comme ça, dans 10, 15 ans, 20 ans, on en jouit. Okay, donc ça, c'est le plus important. Maintenant, quelle est la différence entre le rendement et la rentabilité? Parce que tu me poses la question, et ça, c'est une question où tout le monde se mélange un peu les pinceaux. Le rendement, c'est ce qu'on va avoir comme flux financier pendant la détention de notre investissement. D'accord? En gros, je multiplie mes loyers par 12 et je divise par le prix de vente et j'ai mon rendement, le pourcentage. Brut. Voilà, là j'ai mon rendement brut. Voilà. Okay, la rentabilité, c'est quand on va inclure la sortie. Et il faut toujours penser à la sortie en investissement, même si on veut conserver pour sa retraite, pour tout ça, toujours quand même penser à la sortie, parce qu'à un moment donné, ça peut être intéressant quand même d'arrêter. Là, Julien, Alexandre et Alexandra, je vous pose la question, comment on fait pour lire dans la boule de cristal, pour savoir combien mon bien va valoir dans 10 ans, pour calculer la sortie? C'est intéressant, Bruno, parce que la valeur à 10 ans, c'est exactement ce qu'il faut conseiller aux investisseurs. C'est-à-dire, OK, à 10 ans, parce que souvent la fiscalité évolue à 10 ans, on n'a pas le temps d'en parler, mais la fiscalité évolue à 10 ans, donc pourquoi on parle de ce chiffre 10 ans? Ensuite, comment? Déjà, bien acheter à un prix du mètre carré qui est stable dans un quartier ou dans une région qui est stable. Ensuite, l'attractivité de la commune. Tu pars du secteur, mais du prix au mètre carré. Si le secteur où tu ne vas pas investir n'est pas
pas porteur de tout le prix à la sortie. Oui, mais porteur, ça veut dire quoi, Alexandre? Comment on fait? S'il y a des projets d'infrastructure qui arrivent, et derrière, regardez... Genre le TGV, genre... Le TGV, le métro, écoles, le tramway, les écoles, les hôpitaux. Le gain démographique, c'est la courbe en fait qu'il faut observer. Pourquoi? Parce que dès l'instant que tu as un gain démographique, tu sais que tu vas devoir, entre guillemets, servir un besoin supplémentaire. Quand tu as une courbe démographique à la baisse, tu sais que tu vas avoir plus de logements disponibles et donc du coup la tension locative qui est plus basse. Alors je propose qu'on continue. Alexandre est en couple quasiment avec Michael. Ils sont tous les deux investisseurs. Ils se sont fait de l'auto-interview. Regardez ce que dit Michael sur l'investissement locatif. Au tout début, quand j'ai commencé à investir en 2013-2014, je louais des studios de 20 mètres carrés dans les 400 €. Aujourd'hui, en 2024, le même studio de 20 mètres carrés, on va dire dans un quartier correct de Marseille, c'est 650 €. Donc on a eu une forte évolution, que ce soit sur le studio, et c'est la même chose sur le T2, sur le T3 et sur le T4. On est sur des hausses de loyers comprises entre 40 et 50% sur les dernières années. Et malheureusement, le marché va faire que ces loyers vont continuer d'augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a un déficit d'offres à Marseille et dans les grandes villes en France. On ne construit pas assez de logements, donc il y a une tension locative qui est énorme et du coup les loyers augmentent. J'ai un exemple précis et concret. Cet été, j'ai un petit T2 qui est revenu à la location. Donc j'ai eu 1450 demandes en 3 semaines de potentiels locataires sur mon bien. Donc la tension locative est énorme et c'est vraiment un marché qui est saturé. Alors, il y a un truc qui est important dans ce que dit Michael, quand tu l'as interviewé, c'est cette augmentation, en quelque sorte, qu'il a observée sur son T2. Est-ce que tu peux justement nous modéliser un peu ça? Parce que c'est un exemple concret d'investissement réussi, du coup. Ben oui, en fait, on parle de 2025, mais en fait, cet amorçage a été fait il y a 2 ans. 2025, ça va être la continuité. Ça fait 2 ans maintenant que les prix des loyers ont explosé. Donc, du coup, tout simplement par cet effet-là, investir dans la pierre, vous êtes sûr d'avoir un locataire. Vous avez des dossiers. Moi, j'ai eu des dossiers avec des parents qui gagnent des sommes astronomiques pour louer un petit T2. Donc, du coup, vous avez des dossiers qui sont de plus grande qualité. Vous avez plus de choix aussi et une demande qui est exceptionnelle. Donc, du coup, il y a des prix des loyers qui augmentent pendant qu'un taux de crédit n'augmente pas. Ouais, donc du coup, c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est pendant 20 ans, votre taux de crédit est fixé. Par contre, votre loyer va augmenter avec l'inflation et l'indice de réévaluation des loyers chaque année. C'est ça. Alors, je regardais, en préparant cette émission, le palmarès des villes où il fait bon investir de manière globale. Alors, on va faire le top 3 pour aller vite, mais il y a Nantes, Angers et Niort en premier. Ça t'inspire quoi, Niort ? En fait, tu as une attractivité sur les villes moyennes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les grandes villes, on a perdu en rentabilité sur les grandes villes. Et puis, il y a les loyers plafonnés. Enfin bref, je passe tous les détails. Moyenne, non loin de Paris. Donc, tu as les villes moyennes et petites villes qui ont regagné de l'attrait. Aujourd'hui, c'est sur ces villes-là qu'il faut miser pour gagner en rentabilité. Bon, alors, il y a une autre façon de gagner en rentabilité. Alexandra a bien travaillé et a démarré son rôle de chroniqueuse. Tu as été interviewé Christophe, qui a un investissement un peu... C'est un investissement un peu particulier. Christophe, donc c'est un investisseur bordelais qui a eu l'idée donc d'investir dans les maisons partagées pour seniors. Eh ben, on regarde. Ça, c'est intéressant. Ça fait 15 ans que je travaille dans l'immobilier et ces derniers temps, j'ai développé un investissement un petit peu particulier qui est la maison partagée pour seniors. Ce qui m'a donné l'idée d'un tel projet, c'est que je viens d'une région rurale qui est le Lot-et-Garonne et on rencontre régulièrement des personnes qui sont isolées géographiquement. La première démarche à effectuer, c'est de rencontrer notre agent immobilier pour trouver un bien immobilier qui soit adapté à une maison partagée pour seniors. Alors, les avantages pour les investisseurs sont nombreux. La première, c'est que la demande en logement pour les personnes âgées est croissante, il y a une demande. Le deuxième avantage, c'est d'un ordre fiscal, puisque la résidence pour personnes âgées est une solution d'hébergement de colocation meublée, ce qui veut dire qu'on est sous le régime de la location meublée non professionnelle, avec des avantages fiscaux qui sont importants et qui sont encore une des dernières niches fiscales en France. Ce que j'aime dire que je travaille dans le logement, pas forcément dans l'immobilier, mais dans le logement, ce qui donne du sens à l'investissement, parce qu'il y a une cause qui est noble, c'est de loger les concitoyens français, et voilà, c'est ce qui donne un petit peu de sens à cet investissement, qui en plus a cet aspect social pour les personnes âgées. Et voilà, on le voit de plus en plus, de l'investissement qui a du sens. On voit des investisseurs qui trouvent des idées qui permettent ce genre de choses.
moi, ça m'a particulièrement touchée. Je trouve que c'est un bel investissement. Les personnes sont ensemble. Il faut bien évidemment qu'elles soient pas... il faut qu'elles soient autonomes, ces personnes, oui, bien évidemment. Sûr, et elles partagent ensemble des lieux moi, je vais poser la question, je dirais, qui fâche. Ça rapporte, ça ou Ça rapporte. Parce que c'est bien d'avoir du cœur, mais là, on parle d'investir. Ça rapporte 7% net. À 7% net. Tu vois, pour moi, Bruno, c'est super d'avoir un investissement. Je vais dire quelque chose, pardon, qui dérange, mais pour moi, c'est pas un investissement que je ferais. D'accord. Parce qu'en fait, la rentabilité n'est pas assez élevée pour la modularité du logement que vous allez proposer. C'est-à-dire que vous allez défaire un logement qui n'a plus trop de valeur, sauf la valeur du business, et 7% de rentabilité. Alexandra, elle n'est pas d'accord. Hein, je suis pas d'accord. 7% de rentabilité. Il n'y a pas que l'argent dans la vie, monsieur. Il ne faut pas investir s'il n'y a pas d'argent. Je trouve que c'est un bon compromis aujourd'hui. Les personnes aujourd'hui, soit elles vont dans une maison de retraite, soit elles vont dans un EHPAD. Est-ce qu'on n'y gagne pas en longévité, justement? Ça leur permet de pouvoir... En stabilité. Je ne sais pas si on gagne en longévité. Alexandre. Tu gagnes en longévité parce que tu sers un besoin et sur des personnes qui vont peut-être rester là des années. Par contre, là où je rejoins totalement Alexandre, c'est que tu viens quand même dénaturer un bien pour en faire une exploitation à proprement parler spécifique. Comment tu le revends, là, ça, après ? la problématique, c'est que quand tu le revends, tu ne peux que le revendre à un futur investisseur. C'est-à-dire que tu ne vas pas le revendre à quelqu'un qui va en faire. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi, Alexandra. On peut, il n'y a pas beaucoup de choses à faire pour en refaire des logements. Oui, mais du coup, on va décoter le prix. Le foncier, au départ, c'est dans le Lot-et-Garonne, donc c'est à peu près à 1h30 de Bordeaux. Donc le foncier, au départ, il est vachement plus intéressant que d'investir dans une grande ville comme Bordeaux. Donc ils ont un foncier qui est pas cher, il y a des loyers... On est au-delà de l'investissement, parce qu'il a créé quand même une exploitation. Donc il n'y a pas que les loyers qui rentrent. Bon, c'est déjà la fin de cette première partie, les amis. Vous avez été parfaits. Alors attention, on va voir dans la deuxième partie, dans la suite de l'émission, est-ce que investir dans des logements un peu atypiques, c'est un bon plan ou un miroir aux alouettes? Il y a encore d'autres types d'investissements qu'on abordera. En attendant, Jean-Philippe est avec nous pour son invité du samedi. C'est Christelle Chollet, elle a plein de choses à nous raconter. Juste avant, un petit récap. En France, la pierre est considérée comme un moyen efficace et sûr pour se constituer un patrimoine durable. Début 2024, près de 47% des Français envisageaient d'investir dans l'immobilier d'ici 1 an, d'après Actuel Immo. Le profil type de l'investisseur français est âgé de 45 ans, vit en couple et a un revenu moyen de 71 000 € par an, pour le couple évidemment. Les biens privilégiés sont à 92% des appartements, d'environ 45 mètres carrés pour 2 pièces, avec un coût médian de 170 000 €. Quel plaisir de recevoir cette semaine Christelle Chollet. Bonjour Christelle. Mais quel plaisir, mais vraiment je suis contente de te voir en studio, on a dit. Bah oui, évidemment. Et surtout, moi j'adore te retrouver sur scène. En ce moment, donc ça y est, les dates parisiennes sont terminées. Maintenant tu vas aller partout en France avec le spectacle Reconditionné. Regardez, Christelle Chollet, Reconditionné, ça donne ça. En matière de séduction, tout le monde a quelque chose à cacher. Embête-toi, c'est ta tête. Pardon, c'est nerveux. Bien sûr que c'est une bonne raison pour lui balancer un Thermomix dans la gueule. Si je regrette mon geste, évidemment, à 1500 balles de Thermomix. Quelle énergie, mais c'est ça aussi, Christelle, sur scène, c'est une boule d'énergie, c'est du sexy, c'est de l'humour, c'est aussi pas mal de confidences, parce qu'il y a pas mal de toi dans ce spectacle-là. Ouais, il y a toujours de nous, de toute façon. Même si sur celui-là, j'ai voulu rajouter beaucoup de personnages, tu l'as vu, oui. Il y a plein de personnages qui sont moi et pas moi en même temps. Mais on se reconnaît dans ces personnages. Oui, pour parler de choses qui nous embêtent un peu, de fond social, on est mieux derrière des personnages en général. Ouais. Parce que, curieusement, on peut se mettre à poil. Tu as longtemps été aussi... dans le personnage d'Edith Piaf, on y reviendra tout à l'heure, parce que le grand public t'a connu aussi grâce à ce spectacle, L'Empiaffé. On célébrait le décès d'Edith Piaf. Oui. Et toi aussi, tu as joué le rôle de pionnière à une époque où c'était que des one-man shows. Toi, tu as été une des premières à dire, bah non, moi en tant que femme, je vais prendre la scène et je vais faire mon one-woman show. Tu l'as ressenti ça? Je vais pas me mettre au niveau de Muriel Robin, de Anne et de Sylvie Joly qui ont fait ça avant moi. Moi,
moi, en revanche, ce que je peux vraiment revendiquer, c'est le fait d'avoir fait un mélange de genres, d'avoir amené du one-woman show musical. Et toujours avec ce côté sociétal, c'est ce qu'on voit aussi en tant que productrice, puisque avec les années 60, là aussi, c'est une revue un peu sociétale à travers la musique, à travers le chant. Alors c'est un spectacle qui me tient vraiment à cœur, que j'ai eu envie de reproduire lorsque le metteur en scène originel de ce spectacle est décédé, Roger Louret, qui était un peu mon mentor à l'époque. Il est décédé. Ce spectacle avait duré 6 ans, Folies Bergère non-stop, dans les années 95. J'ai eu envie de reprendre ce spectacle. Les années 28, ça s'articule comme ceci. Il y a une famille de parents dans les années 59 avec des enfants qui évoluent pendant 10 ans jusqu'aux années 69. Et ces enfants ont des amis, évidemment, donc ils sont à l'école, il y a la première surprise partie, et après on voit leur évolution. Donc on voit la société qui Voilà, on voit la société qui évolue jusqu'aux années 70. En 10 ans, c'est les 10 ans qui ont changé le monde dans tous les sens du terme. Changé le monde technologiquement, musicalement, sexuellement, socialement, politiquement. Notre quotidien, la loi, voilà, tout a a changé. pété à ce moment-là. Et moi, à l'époque, je jouais les enfants. Et j'avais des copains qui jouaient les enfants aussi. Et maintenant, ceux qui jouaient les enfants jouent les parents. Et on a casté les enfants et j'ai des formidables artistes qui chantent et qui dansent et qui racontent ces années-là. Ils ont 20 ans, ce qui fait que ça fait un spectacle très ouvert à toutes les générations. Évidemment pluriel. Tiens, ça pourrait être un bon slogan. C'est le prochain titre de mon prochain spectacle. Pluriel. Merci Jean Fidou. Voilà, on revient tout à l'heure avec Christelle Chollet, évidemment, puisque Christelle Chollet nous parlera de son parcours. Christelle Chollet qui est née à... Toulouse, oh mon pays, Toulouse. Je veux que tu me dises Cholet. Bon, allez, on verra ça tout à l'heure. Investir en 2025, telle est la question que l'on se pose aujourd'hui dans Proprio à tout prix avec 4 experts. Alexandre, tu restais avec nous. Tu es quand même la personne à suivre sur l'investissement en France. Hein. Tu sais de quoi tu parles. On sait de quoi on parle. On prend ensemble tous les critères qui sont importants. Et 2025, ça va être une belle année. Et il faut vraiment investir en 2025 pour ceux qui ont loupé le train de 2024. Bon, alors une petite nouvelle pour cette deuxième partie. Manon, qui nous vient de Tours. Bonjour. Experte au demeurant. Alors, je te pose la question tout de suite. Les 3 villes où investir dans ta région. Ouais. Alors, je dirais Tours-Centre, donc tout ce qui est quartier, Velpo, Prébande, là vous êtes vraiment dans l'hypercentre, avec des prix au mètre carré entre 3 400 et 3 600 euros au mètre carré. Des bons rendements? Oui. Des bons rendements, rendements. Troisième, deuxième? Pour moi, ça fait vraiment partie. Alors, c'est plusieurs quartiers. Donc, c'est vraiment voilà, du Tours centre. D'accord. Donc, toi, tu restes sur Tours. Marie est avec nous. Alors, bien évidemment, c'est la rigueur, c'est la pertinence, c'est le souci du détail. Est-ce qu'investir en 2025, pour toi, Marie, c'est un bon plan? C'est un bon plan. Et moi, je dirais les 3 villes, donc Lyon, Saint-Étienne et Villefranche. Et Villefranche, on verra tout à l'heure. Il y a des petites choses où on n'est pas tout à fait d'accord. Et Lucas, alors, donc Lucas, la Drôme, une région assez méconnue finalement, mais avec des villes comme Romans-sur-Isère. Est-ce qu'il fait bon investir dans la Drôme? Alors oui, il fait plutôt bon investir parce que les prix sont assez bas. On est quand même sur du 2000 à 2500 euros le mètre carré. Et puis tu as la gare de Valence TGV qui est là depuis maintenant bien 15-20 ans, qui, en fait, on a un peu le centre névralgique de la France. On est à 2 heures de Paris, on a 1 heure de Marseille. D'accord, moi, je l'aime, ma région. Le centre névralgique, quand même. C'est ça, tu peux aller un petit peu de partout, en fait. Donc, toutes les villes, on va dire, les villages plutôt, hein. Montéléger, Chabeuil, Châteauneuf, ou Romans-sur-Isère, qui est un peu plus grand, mais où les prix sont très bas. C'est très intéressant d'investir. Les prix très bas, c'est-à-dire qu'on est aux moins de 2000 euros le mètre carré. Hein. Ouais, 2000, 2200, c'est ça. Même parfois 1700, quand je vois par rapport au prix sur Paris ou sur Lyon, effectivement, c'est des prix très bas et qui ne vont faire qu'augmenter puisqu'on a cette gare Valence TGV, donc il y a de plus en plus d'investisseurs qui investissent autour de cette gare. Bon, alors dans cette deuxième partie, nous allons étudier les pièges à éviter, les bons conseils, les profils d'investissement. Alexandre, j'aimerais que tu nous donnes les 3 conseils pour quelqu'un qui va commencer à investir, c'est-à-dire le jeune couple qui a sa résidence principale et qui se dit, tiens, pourquoi ne pas investir pour ma retraite, par exemple ? Premier point, c'est avoir des économies résiduelles. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, c'est comme tout investissement, ça peut comporter des risques. Notamment quand on débute, on ne va pas savoir tout de suite voir les problématiques. Donc, premier conseil, c'est ça. Deuxième conseil, c'est de faire
un point général de la situation, finances, fiscalité, objectifs à atteindre, etc. Ça, c'est important. D'accord. Et le troisième élément, c'est se dégager le temps nécessaire pour bien faire les choses. Ouais. Ah oui, c'est ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, investir dans l'immobilier, c'est facile », sauf que la problématique, c'est que ça prend du temps. Bon, alors investir en 2025, pourquoi ça serait mieux qu'en 2024, Manon ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai sujet avec tout ce qui est énergétique. 2025, viser des biens en F, en G, permet d'avoir des biens forcément avec une décote. Exactement. Ouais. Vous prenez l'enveloppe globale auprès de la banque pour vraiment inclure toute la partie travaux. Voilà. De là, vous faites votre calcul. Justement, Manon, là tu fais une transition toute trouvée, puisque en fait, Alexandre Augusto a été interviewé une banquière, une conseillère bancaire, pour nous donner toutes les bonnes astuces et les bons tuyaux pour préparer un bon dossier d'investissement. Regardez. Solène, quelles sont les règles pour obtenir un prêt immobilier dans le cadre de son investissement locatif? Les établissements bancaires utilisent une note sur les clients. Donc vous avez un comportement bancaire qui est évalué au fur et à mesure des mois, des semaines, etc. Donc il est très important d'être rigoureux dans la gestion de vos comptes. Éviter les jeux d'argent, éviter les dépassements de découvert, etc. On sera très vigilant sur le scoring. Les banques suivent des critères précis en termes d'octroi de financement, notamment la règle des 35% d'endettement. On parle aujourd'hui de taux d'effort. Pour vous donner un exemple précis, sur un salaire de 2 000 €, ça correspond à peu près à 700 € de mensualité de crédit. Donc on ne pourra pas dépasser cette somme-là pour éviter de vous endetter plus. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui est bloqué par son taux d'endettement ? Alors la banque peut vous conseiller de vous orienter vers la création d'une société civile immobilière si vous êtes bloqué à titre personnel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le calcul du taux d'endettement est différent au niveau de la SCI et cela va vous permettre de continuer vos investissements immobiliers. Effectivement, les conseils de cette banquière, j'ai retenu les jeux d'argent, les comptes un peu atypiques ou en dents de scie, c'est pas terrible, hein, on est d'accord. Tout ce qui n'est pas sécurisé, la banque n'aime pas. Par contre, je vais juste dire un truc qui est important, parce que pour les gens qui écoutent, c'est le passage en société permet effectivement de dépasser les 35%. Par contre, attention, il faut absolument être à l'IS, c'est-à-dire à l'impôt sur les sociétés. Si on est à l'impôt sur les revenus, on reste en transparence fiscale. Et donc là, on reste avec les normes du HCSF, le Haut Conseil de stabilité financière. Et là, on reste sur ces normes de 35% de taux d'endettement. Bon, alors moi ce qui m'intéresse, c'est nos téléspectateurs. Est-ce qu'en 2025, c'est simple d'investir? Est-ce qu'il y a des aides? Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent aux gens qui n'ont pas l'expérience d'Alexandre ou de vous-même de faire un investissement pas risqué? Lucas, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui est novice? Alors, quelqu'un qui est novice, déjà, de bien se renseigner à sa banque. Voilà, de bien faire attention, hein, il y a pas mal de pièges à éviter. Par exemple, déjà, bien faire tous les calculs, bien penser qu'il n'y a pas que le prix. Alors moi, ça m'intéresse. Comment je sais si ma ville, il fait bon y investir? Manon, par exemple. Moi, je pense qu'il faut voir un peu l'attractivité, tester l'attractivité de la ville. Ça veut dire quoi, tester l'attractivité précisément? Ça veut dire concrètement poster une annonce, voir un peu comment ça mord, soit sur de la location courte durée, soit sur de la location bail meublé. Donc là, on parle d'investissement locatif, pas patrimonial. Est-ce qu'on peut faire la différence entre les deux, Alexandre? Oui, on peut faire la différence entre les deux, mais la règle générale de toute façon pour investir, c'est qu'il faut toujours acheter en dessous du prix au mètre carré de sa zone. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite que l'investissement qu'on porte, il soit liquide. Non mais d'accord, mais Alexandre... Il soit liquide, j'explique. Oui, mais comment tu fais pour acheter au-dessous du prix du marché? Les vendeurs ne sont pas idiots. Alors, ils ne sont pas idiots, mais par contre, tu vas jouer sur des éléments. On parlait du DPE, le DPE permet de décoter les biens, on va parler de normes électriques, on va parler de plein de choses, des travaux, etc., qui vont permettre... Par contre, là où je mesure, et il faut faire très attention, c'est sur les travaux. Les travaux, ça a un coût. Donc, il faut faire attention à aller sur des zones où il y a une valeur foncière qui est importante, parce que si tu vas sur une zone à 500 € du mètre carré et que tu as 1 000 € de travaux... mais alors, attention, parce que on a Alison qui est avec nous. Bonjour Alison. Comment vas-tu? Extrêmement bien, en plus. Alors, avec cette émission, elle est l'investisseuse des réseaux sociaux. Là, c'est ton émission. Qu'est-ce que tu conseilles aux investisseurs en 2025? Quelle est la différence avec 2024 pour toi? Alors déjà, tout à l'heure, on posait la question,
quelle est la différence d'investir en 2025 par rapport à 2024? Pourquoi c'est mieux? Alors moi, je ne pense pas que ce soit mieux. Moi, je pense qu'il valait mieux investir en 2024, mais je pense que 2025 est mieux que 2026. Donc en fait, il faut... Non, mais vraiment, c'est vraiment ça. C'est une bonne ça, je le pense façon sérieusement. Et maintenant, je voulais rebondir aussi sur quelque chose que Alexandre a dit tout à l'heure. Comment on fait pour connaître? Parce que c'est vrai que quand on ne connaît rien à l'investissement immobilier, on se dit... C'est hyper compliqué, on se dit attends, il faut que je connaisse le prix au mètre carré, les travaux, comment je vais faire et est-ce que la zone là elle est bien, enfin c'est hyper compliqué. Mais par contre, moi je ne conseillerais pas trop d'aller voir sa banque parce qu'en fait le banquier en général il n'est pas investisseur. Ça veut dire qu'il va regarder les chiffres mais il ne va pas connaître concrètement qu'est-ce qui se passe derrière, comment ça se passe. Donc pour moi le meilleur conseil que je puisse donner c'est, et ça je le donne dans tous les domaines de la vie, c'est de se référer à des personnes qui sont déjà là où vous avez envie d'aller. Ça veut dire que si vous voulez des conseils en investissement, demandez-les à des gens qui sont investisseurs. Bon, on le dit, hein, effectivement, pour tester sa ville, le banquier, effectivement, c'est peut-être pas la première personne à aller voir, mais quand même, au final, si on n'a pas l'argent, on n'investit pas. Marie? Moi, je trouve une chose importante, c'est le secteur, parce que si on a un taux de vacances locatives faible, c'est intéressant d'investir. Taux de vacances locatives, attention, c'est quoi un taux de vacances locatives? C'est la période de non-occupation du voilà. bien. Alors, c'est quoi un beau taux de vacances locatives? Sur Villefranche, on est à moins de 2%. 2%. C'est-à-dire qu'en fait, 2% du temps, le bien n'est pas loué. C'est ça, donc on a vraiment... C'est ça les chiffres français Alors non, c'est pas les chiffres de la France. Aujourd'hui, c'est très dur de le mesurer parce que ça va dépendre de l'exploitation qu'on fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait du meublé pour une cible étudiante, est-ce qu'on fait pour du nu avec une famille, etc. Donc c'est très très dur à évaluer. Par contre, un élément qui est quand même très important, c'est cette vacance locative. Il faut faire attention à quel moment elle peut tomber. Je donne un exemple. Tu fais un logement étudiant, ton étudiant, sa fin d'année scolaire, elle tombe en janvier. Et ben là, tu vas avoir une longue période de vacances locatives. C'est quoi ces études là qui se terminent en janvier? Parce qu'après, non, mais t'en as qui partent à l'étranger faire des stages, etc. Ah oui, c'est ça, d'accord. Donc, faut évaluer entre guillemets quelles sont presque un peu les études de ton étudiant. Donc, faut faire attention quand même. C'est des petits tips quand même à avoir. J'ai envie qu'on écoute André, Lucas, investisseur au demeurant. Il nous donne quelques bons conseils. Hein. Oui, tu as été le voir? C'est ça, tous les points à éviter, les points principaux aussi à retenir. Les pièges selon André, on regarde. Je suis constructeur, lotisseur, marchand de biens, agent immobilier et investisseur depuis 20 ans. Il faut investir en 2025 parce que la crise, les nouvelles règles et l'instabilité du marché actuel sont source d'opportunités. Malgré les conjonctures, les vendeurs ne veulent pas trop bouger leur prix de vente. Il ne faut pas hésiter à dialoguer, négocier encore et encore. À partir du moment où on comprend les motivations du vendeur, on peut aboutir à des accords intéressants. Il y a bien sûr des pièges à éviter. Acheter un bien juste parce qu'il nous plaît sans avoir analysé ni le marché, ni la cible en termes de revente ou de location. Ne pas prendre en compte l'ensemble des coûts liés à un investissement qui soit locatif ou achat-revente. Ne pas maîtriser la relation avec la banque et présenter des dossiers mal ficelés. S'arrêter sur les prix affichés sur les portails d'annonces. Et enfin, il ne faut pas s'oublier. Il faut prendre soin de notre mental et ne pas avoir peur de l'échec. Et voilà. Alors là, pas mal de conseils. Hein. Il a été très rapide et très efficace, Lucas. Ce gars doit faire de belles affaires. Oui, c'est ça. Oui, bah, lui, ça fait 20 ans qu'il est sur le marché dans la région. Oui. Donc, marchand de biens aussi. Oui. Et alors, le marchand de biens, on l'explique. Hein. Le marchand de biens, c'est quoi un marchand de biens, Alex? C'est quelqu'un qui fait une acquisition à but d'être revendu assez rapidement. Le laps de temps officiel, c'est moins de 5 ans. Maintenant, c'est vrai qu'en général, on fait des flippings. Est-ce qu'on peut s'improviser marchand de biens et faire une plus-value, je dirais, miraculeuse? On peut s'improviser dans tout, à partir du moment où on y va et qu'on y croit. L'achat-revente, faut s'assurer que les travaux soient faits de bon goût pour qu'après, la plus-value, elle soit. Il n'y a pas toujours des travaux dans l'achat-revente. Hein. Le côté marchand. Ou alors tu achètes vraiment, comme. Le côté marchand, il faut quand même faire très attention. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Non, c'est pas donné à tout le monde. C'est ce que j'allais dire. C'est très important. Alors allons-y. Acheter pour revendre, ça s'improvise pas. C'est un métier. C'est marchand de biens. Hein. Alors exactement Bruno. Pour moi, marchand de biens, ça ne s'improvise pas. Tout le monde ne peut pas le faire. En fait, tout coûte plus cher. C'est-à-dire vous allez faire un crédit, déjà il faut un gros apport. En général, pas tout le temps, mais en général il faut un gros apport. Donc déjà, il faut déjà l'avoir
Ensuite, au niveau des travaux, il faut savoir gérer les travaux. Un crédit de marchand de biens, ça coûte beaucoup plus cher qu'un crédit en tant que particulier. Ça n'a rien à voir. Pour vous donner une idée, j'ai fait un crédit de marchand de biens de... bon, c'était assez élevé parce que c'est gros, c'est un gros projet. 800 000 € que j'ai emprunté à la banque, ça me coûte 55 000 € par an sans rembourser le crédit. Juste, je donne ça à la banque parce qu'ils me l'ont prêté. En termes d'intérêt. Voilà. D'accord. Donc ça, il faut le savoir. C'est quand même. Mais c'est une activité. Est-ce que je peux faire ça de manière épisodique, une fois de temps en temps, sans en faire une activité professionnelle? Si on revend sa résidence principale, bon, bah, on a vécu 2 ans dedans, on la vend, on ne va pas payer d'impôts. Jusqu'à aujourd'hui, on ne paye pas d'impôts. Et on n'a pas pris trop de risques, puisqu'à la base, c'était notre résidence principale. Ça, c'est OK. Oui. Maintenant, d'acheter un bien et de se dire, voilà, ou alors aller sur un tout petit projet, mais... attention, compliqué. Moi je conseille déjà de faire un peu de locatif avant de commencer. C'est pas donné à tout le monde de faire des travaux de bon goût qui vont plaire. Faut savoir que le crédit de marchand de biens, il faut le rembourser. Mais on est là pour donner les conseils, Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi j'aurais tendance à dire que effectivement on achète sa résidence principale, même dans le but de la revendre, d'y rester 2 ans, d'en profiter et de faire une belle plus-value. Ça peut marcher si on fait un bon investissement. Mais c'est même un très bon investissement. Après c'est plus un tempérament vie familiale à avoir, mais typiquement, quelqu'un qui veut changer régulièrement de résidence principale, retaper tout parce qu'il a de l'or dans les mains, ça c'est une super stratégie à mettre en place. Après, il faut faire attention, il faut le faire avec des périodes bien données. Par contre, pour revenir sur le côté marchand de biens, c'est un vrai métier. C'est un métier à part entière. Là où il faut aussi connaître, Alison parlait des intérêts bancaires. Pour donner un chiffre concret, des intérêts bancaires, c'est entre 15 et 16% pour un marchand de biens. Après, il y a d'autres façons de lever de l'argent. Et un marchand de biens, pour lui, une fois qu'il est professionnel, l'argent n'est jamais un problème. C'est toujours le projet qui On aura Eric Weiss en deuxième partie, qui est président de la Fédération des marchands de biens, qui nous donnera quelques éclairages sur ce sujet supplémentaire. Pour terminer cette partie, j'aimerais que on regarde un petit peu avec Manon qui a été constaté un problème, je dirais, parce que là on est dans les pièges à éviter, un problème qu'a eu une investisseuse ou un investisseur. Qui a été confronté à quelque chose qui peut très très vite arriver. Mais là, on voit les images. C'est quoi cette histoire-là? Donc ça, c'est un logement bien placé. Donc l'emplacement était nickel. Par contre, le dossier locataire a été très mal, malheureusement, travaillé. Dans le sens, enfin très mal, plutôt. Il y a un piège qu'il faut quand même éviter. Non mais c'est quoi ça, ces images-là C'est un appartement qui a été dégradé par un couple avec 2 enfants. Donc c'était un T3, tout à fait, que l'investisseur a retrouvé comme ça au départ. Donc en fait, ce qui se passe... Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand on investit dans un appartement et qu'on le loue... Faire une prise de référence, c'est essentiel. C'est comme quand vous démarrez un nouveau job, on fait une prise de référence. Là, vous faites une prise de référence avec l'ancien bailleur pour déjà savoir si vous êtes sur des locataires solvables, qui payent bien, qui voilà. Et surtout qui sont hygiéniques. Parce que là, c'est une déchetterie, le truc. Et donc là, le problème, c'est que les loyers impayés ont commencé à arriver. Ah oui, en plus, les loyers impayés. Voilà, dégradation s'en est suivie. On n'a pas trop le temps dans cette partie-là, on verra en troisième partie un petit peu, on va compléter un petit peu les pièges à éviter, parce qu'effectivement, dans l'investissement, pour sécuriser son investissement, on a besoin, en quelque sorte, d'avoir un bon locataire. Si on n'a pas le bon locataire, en fait, on perd son argent, globalement. C'est essentiel. Il faut faire très attention, parce que moi, par exemple, j'ai un bien dont je m'occupe à la revente. C'est une succession. Il y a un gîte et un mobil-home sur le terrain, 8500 m² de terrain, avec des locataires. Des locataires qui étaient... avec des baux qui ont été très mal faits. Et en fait, là, ils ne veulent plus partir. Voilà, ça fait plus de 6 mois. Ça fait plus de 6 mois. Le locataire en squatteur. C'est ça. Et ils veulent vraiment plus partir et c'est très compliqué. Après, il faut rassurer aussi les gens. Il y a des assurances qui existent. Il faut les prendre. Il ne faut pas jouer avec ça. Parce qu'effectivement, si on ne prend pas de garantie sur un locataire, ça peut être très compliqué. Et aussi, entre la transition entre 2 locataires, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut mettre une caméra portative, c'est-à-dire une caméra pour éviter, par exemple, que le logement se fasse squatter entre 2. Parce qu'il faut le savoir, en France, on a 48 heures pour agir avec les forces de l'ordre. Bien sûr. Mais c'est des petits tips à avoir, mais avoir une petite caméra portative que tu mets qui fonctionne avec le Wi-Fi, ça marche très bien. Et justement, pour terminer cette partie, un petit récap, on se retrouve en troisième partie avec d'autres infos, d'autres conseils et d'autres tuyaux pour bien investir en 2025. Voici quelques conseils majeurs à analyser avant d'investir.
analyser le marché local, la demande locative, les prix au mètre carré et les projets d'urbanisme de la ville. Étudier la rentabilité locative, généralement un bon rendement locatif brut se situe au-dessus des 4%. Investir dans des villes dynamiques économiquement parlant pour garantir l'attrait de votre investissement. Et bien sûr, se renseigner sur les projets d'infrastructures urbains comme les rénovations ou les transports en commun par exemple. On a encore beaucoup de choses à voir et ça tombe bien parce que 4 experts, plus Alison, notre Alison nationale, est avec nous pour l'investissement en 2025. Exactement. Un petit mot pour commencer de l'investisseuse des réseaux. Mais en fait, le meilleur conseil, peu importe l'année, allez-y. Allez-y de la bonne manière. Il faut effectivement avoir les bases. Mais une fois que vous avez les bases, il faut vraiment y aller. Je pense qu'il y a une dizaine de choses à savoir vraiment où investir, comment on fait pour analyser le marché et tout. Ouais. Si on sait ça, il faut foncer. Bon, on va voir ici avec nos experts en plateau. Donc, Alexandre, toujours avec nous. Nous avons le deuxième Alexandre, qui est effectivement investisseur à Marseille, agent immobilier et conseil en gestion de patrimoine. Enfin, disons que tu cumules plusieurs casquettes. Hein. Oui, on a toutes les casquettes de l'investissement immobilier et de l'immobilier. C'est ce qui nous permet d'avoir une vision à 360 sur le marché. Bon, alors, Marie, qui est avec nous également, bon, elle fait partie des meubles maintenant, il faut le savoir. Il va falloir être très gentil avec elle. Alors, nous avons Eric Weiss qui est avec nous, qui est professeur à l'université d'Annecy, hein, c'est ça? Oui. Directeur dans la section économie, c'est ça? Économie, immobilier, finance. Voilà, président de la Fédération des marchands de biens, investisseur de longue date, marchand de biens. Donc, je le disais en première partie, on a un top 5 des villes qui est Niort, Angers, Nantes, Toulouse et Montpellier. Est-ce que, Alexandre, tu confirmes ce classement ou est-ce que tu as un autre point de vue ? J'ai un autre point de vue, c'est encore une fois, il faut que ça corresponde à des objectifs à atteindre. C'est toujours regarder le delta qu'on va avoir entre la valorisation foncière et le prix au mètre carré locatif qu'on va avoir. Si on a un bon ratio, déjà on sait que ça va être un investissement qui va potentiellement s'autofinancer. Donc quand on débute notamment, on va aller rechercher cet autofinancement-là. Voilà. Mais sinon, j'ai envie de dire, on peut investir partout. Partout. Voilà, ça, c'est important. Bon, Marseille en 8e position, ça t'inspire quoi, Alexandre? C'est faux. C'est faux. C'est ça le problème. Voilà. Bon, c'est ça. C'est en 14e. Non, mais 8e, c'est déjà bien. Non, c'est faux. Pourquoi? Parce que Marseille, si je dois défendre Marseille, mais pas que de manière objective, on a un prix du mètre carré qui est disparate avec des rentabilités élevées, une ville qui évolue bien, on a pris plus 40% les 5 dernières années, et surtout, ce qu'on oublie... Mais est-ce qu'on n'a pas mangé notre pain blanc, justement? Non, si ça a augmenté autant? Non, ça va encore augmenter, et on est la 2e ville de France, la 8e ou 9e en termes de prix au mètre carré. Donc on a encore une marge de manœuvre, et c'est surtout dans l'investissement locatif, pour compléter ce que dit Alexandre, c'est à la fin du bail qu'on paye les musiciens. Donc du coup, pensez à sa valeur de revente, l'intégrer dans sa rentabilité, pensez à sa gestion, pensez aux coûts indirects de l'investissement immobilier qui viennent entacher des fois très largement sa rentabilité. Bon, Marie, est-ce que tu confirmes un peu ce classement? Alors on l'a vu tout à l'heure dans la première ou la deuxième partie, tu nous disais Villefranche, Lyon et Saint-Étienne. Et Saint-Étienne. Alors Saint-Étienne, je crois que tout le monde est d'accord. Hein. Saint-Étienne, aujourd'hui, on peut acheter un appartement de 50 mètres carrés aux alentours de 60-65 000 euros, avec une location d'environ 500-550 euros par mois. Donc ça fait une rentabilité à 9%. Donc 9%. C'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'en pense le professeur? Le professeur. Il faut juste se méfier effectivement des personnes que l'on place en location à ces prix-là. Ouais. Parfois, il vaut mieux descendre un petit peu le prix de location et se payer le luxe de choisir son candidat. Alison, est-ce que tu confirmes ce classement? Moi, en fait, j'ai toujours investi autour de chez moi. Bon. Donc, je conseille d'investir près de chez soi parce que c'est plus simple à gérer. On est à côté, on est dans le vif du sujet. Bon. Je vivais à Metz et à Luxembourg. J'ai investi à Metz et à Luxembourg. Je vis à Aix, j'ai investi à Aix. Voilà, en fait, on trouve investir autour de près de chez soi. Est-ce que c'est un bon plan, les amis? Qu'est-ce que vous en pensez? En limite, moi, je rejoins ce que dit Alison. Quand on investit près de chez soi et là où on connaît, moi j'ai le même adage, moi c'est pour ça que j'ai investi qu'à Marseille, parce qu'on limite, on peut se tromper de 10%, on peut se tromper de 15%, mais on ne va pas se tromper de 80% quand on investit chez soi. Marché, c'est ça. Exactement. On connaît les valeurs locatives, on connaît la demande, donc on a des informations natives qui nous sont propres. Le petit conseil de Eric sur un profil d'investisseur, le couple de 40 ans qui a sa résidence principale, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire pour réaliser un investissement en 2025?
Alors, tout dépend de son revenu. Ouais. S'il a un revenu relativement élevé, on va dire plus de 6 000 euros à deux, il peut viser des villes qui se sont fortement dépréciées, mais dont on sait qu'elles vont repartir très fort. Exemple. Lyon, Paris, l'Est de Paris, bon voilà, je pense qu'on ne prend pas... Des grandes villes à fort potentiel, sur lesquelles les prix au mètre carré sont quand même assez élevés, mais sur lesquelles on a une possibilité d'augmentation des prix. Bien sûr, parce qu'elles sont connectées aux grands centres de recherche universitaires, à la technologie, aux grandes entreprises, etc. etc. Donc ça, on va dire c'est la valeur sûre. Maintenant, si les revenus sont un petit peu moins élevés, peut-être qu'il faudra se tourner vers des villes où la rentabilité est meilleure pour des problématiques de trésorerie, tout simplement. Par exemple, comme Villefranche, par exemple. Elle a pu le caser, comme Villefranche, oui. On a beaucoup d'investisseurs lyonnais qui viennent investir à Villefranche. Mais pour compléter, ce qu'il faudrait dire à tout le monde, c'est, moi je dis, il faut faire attention aux petites villes ou aux moyennes villes. Les grandes villes, qu'est-ce que ça offre? Ça offre une liquidité très facile à la revente. C'est-à-dire la facilité que j'ai à revendre mon bien en cas de problème, en cas de changement de situation, en cas de besoin de trésorerie, etc. Et ça, c'est vraiment, ça doit être analysé comme un facteur clé dans l'investissement locatif. Mais alors là, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'on parle d'investissement, mais j'aimerais qu'on explique à nos téléspectateurs qu'en fait, on peut investir pour plusieurs raisons. Donc, l'investissement pour louer, est-ce que ça s'accompagne automatiquement d'une réflexion sur la revente? Pas forcément, ou qu'est-ce qu'en pense Marie, par exemple? Non, pas forcément, puisque si on achète aujourd'hui pour mettre en location, c'est pour aussi un revenu complémentaire. Ouais. Donc il n'y a pas forcément... Je crois que là, j'ai un petit sourire, là. Hein. Il faut toujours penser à la revente. Oui, il faut penser à la revente. Pourquoi? Parce que en fait, la revente va te donner une faculté d'arbitrage, par exemple, à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, d'accord, mais... Oui, mais regarde, si non, tu mais prends Alexandre, Marie, elle a un exemple, quand même, d'un investisseur chez elle. Raconte-nous, c'est hallucinant. Les fameuses Love Room. Oui. Alors, allons-y sur la Love Room. Donc, 2 Love Room. À l'achat, plus les travaux, 200 000 euros. Aujourd'hui, c'est 6 000 euros de revenus mensuels. Donc, c'est plus de 30%. Avec 1 200 euros de mensualité. Ouais. Donc, on a un cash flow positif de près de 4 000 euros. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que je pense qu'on connaît... Est-ce qu'on a fait une bonne affaire avec un bien ou pas? On va le savoir qu'à la revente. Parce que si on l'a loué pendant 2 ans à 6 000 par mois, mais qu'en fait, quand on le revend, on perd 150 000 euros, on n'a rien gagné au final. Oui, mais si je le loue pendant 10 ans à 6 000 euros... Oui, mais ça, on ne sait pas. Ah, voilà, si entre-temps, il se passe un truc, il y a une loi qu'on ne peut plus faire de Airbnb Exactement. ou quoi, bah, qu'est-ce qu'on fait avec notre bien? Donc, sur des petites superficies, on ne risque pas grand-chose. On risque pas. Ça, par contre, je suis d'accord avec Marc. Airbnb, Abritel et toutes les autres plateformes de location saisonnière. Mais si on achète une petite surface, il n'y a pas de risque. Le risque, il est minime, mais moi, ce que je calcule toujours, c'est quand j'achète un bien, une fois que j'ai mes travaux finis, il faut au moins, au pire, que ce soit au prix du marché, et au mieux, normalement, on est censé même gagner de l'argent. Voilà un bon conseil, c'est-à-dire qu'en fait, le prix auquel on va pouvoir revendre est quand même décisionnel quand on fait un investissement. Eric? Oui, parce que c'est la vraie rentabilité. Sinon, le rendement locatif, il n'y a pas de problème. Ça, sur Excel, on peut tous avoir presque du cash flow positif. Oui. Mais si on ne raisonne pas sur des hypothèses... Pas toujours, hein, c'est pas... Non, mais enfin, en tout cas, on peut trouver des endroits où sur Excel, ça marche. Ouais, c'est ça. Sauf que, attention à la revente. Là où je ne suis pas totalement d'accord, c'est tous ceux qui font des love rooms, des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils viennent servir un petit besoin. Il n'y a pas 50 000 personnes qui ont besoin d'aller se loger dans une love room. Ah donc tu as peu de besoins. Ah bah ça n'engage que toi, non, attends, cher Alexandre. Il y en a qui ont des gros besoins, je te le dis comme ça. Et je vais au bout de mon propos. C'est que souvent, c'est des investissements peu onéreux. Donc ce qui veut dire que tu as potentiellement énormément d'investisseurs qui demain peuvent en faire. Donc imaginons que tu viens faire une zone, comme certainement ton client, il est sur une zone, demain il y a 20 investisseurs qui ont la même idée. Et bien son taux de remplissage il sera beaucoup moins important, donc tu vas peut-être plus couvrir tes frais, etc. Par mois. Non, mais tu peux faire sur un horizon 15 ans, 10 ans, 20 ans, c'est compliqué. Non, mais tu peux faire les suites Marrakech, tu peux faire les ciné-rooms, etc. En fait, si tu veux, le logement atypique. Tu peux les rendre thématiques pour rendre plus attractives. Le logement atypique, c'est un très bon sujet. Est-ce qu'il faut en faire? Oui, parce que ça vient répondre à un besoin, etc. Et à un besoin de rentabilité. Je suis totalement d'accord. Mais le seul truc, c'est qu'il faut le faire de façon professionnelle, parce qu'au moment de ta revente, tu vas revendre à qui? Tu vas pas revendre à une famille qui veut s'installer là. Tu vas revendre à un investisseur
investisseurs. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revendre le fonds de commerce, entre guillemets. C'est plus ça que tu vas revendre que la valorisation foncière du bien. En fait, pour résumer le débat, quand on investit, quand on veut faire du logement atypique, la rentabilité doit être, le prix d'achat doit être calculé sur une rentabilité en location classique ou meublée. D'accord. Derrière, le logement atypique, les locations de courte durée, c'est du plus. Et ça, c'est le critère principal quand on achète. Et deux, si je dois le revendre, est-ce que ça convient à une famille? Est-ce que j'ai le double casquette? Ça convient à un investisseur? Et est-ce que ça convient à une résidence principale? Alors, si je module mon logement de ces deux manières-là, je ne peux pas faire d'erreur. Bon, alors vous êtes très intéressant, le temps passe très vite. Donc on a encore beaucoup de choses à faire. On est dans la partie interactive. On va écouter une première question des téléspectateurs. Vos questions, leurs réponses. Bonjour, moi c'est Inès de Nantes et je voulais savoir, est-ce qu'il faut d'abord commencer par un investissement locatif ou plutôt par une résidence principale? Bon, alors ça, c'est une question intéressante. Est-ce que, Eric, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, est-ce que la réponse théorique, je vis dans un endroit où les loyers, finalement, sont relativement élevés par rapport au prix d'achat, j'achète. Et je vis dans un endroit où les loyers sont relativement faibles par rapport au prix d'achat, je n'achète pas. Ça, c'est la théorie. Mais on va ouvrir le débat. Bon. Il en pense quoi, Alexandre? Il faut toujours acheter sa résidence principale? On entend bien les grands-mères, les mères qui disent « Mais arrête de dépenser de l'argent dans ton loyer, mets-le pour acheter ton bien. » Mais ils ont raison. Non, moi je suis assez friand de la résidence principale. Le seul conseil qu'on pourrait donner, c'est de bien respecter son taux d'endettement sur la résidence principale et se faire un peu moins plaisir que ce qu'on pouvait se faire il y a quelques années. Il ne faut pas aller à son plafond des 35% sur la résidence principale. Il faut laisser de la place à pouvoir investir à côté. Alors, on est quand même dans une émission, je dirais, d'actualité. Donc, en 2025... est-ce qu'il faut investir dans sa résidence principale? Marie? Bah oui. Oui. Comme en 2024 et comme en 2026. D'accord, bon. Oui, il faut investir. J'aimerais qu'on me dise. Non, il faut investir dans sa résidence principale parce que les taux se stabilisent. Dans tous les cas, il faut investir, se faire peut-être un petit peu moins plaisir. La chose à savoir qui est primordiale, c'est que les loyers vont augmenter avec l'inflation. On a parlé dans l'émission d'avant de 400, un studio à 650 maintenant. Sauf que les taux de crédit n'évoluent pas. Ouais. Quand on investit dans sa résidence principale, on a plus facilement accès à un prêt de 25 ans, ce qui est plus difficile dans l'investissement locatif, pas impossible, mais plus difficile. Et ça, c'est des facteurs qui font qu'on capitalise. Et de dire que d'investir la résidence principale bloque son taux d'endettement, contrairement si on le loue, dans les deux cas, dans le taux d'endettement. Bon, en 2025, c'est un bon plan d'investir dans sa résidence principale ou pas? C'est un bon plan. En plus de ça, c'est pour ceux qui vont acheter pour la première fois. Il y a encore le prêt à taux zéro qui a été élargi, etc. Donc il y a des choses qui sont quand même très avantageuses de faire la résidence principale. Deuxième question. Salut, je m'appelle Emma, j'ai 26 ans, j'habite à Paris, je souhaiterais faire un investissement locatif à Marseille et j'aimerais savoir quelles sont les opportunités et les risques pour 2025. Merci. Ah bah, alors là, Marseille, là, Alexandre, elle a une bonne idée Elle a une excellente idée, bien entendu. À Marseille, je le conseille. Marseille, c'est une ville qui est très particulière parce que le prix moyen ne veut rien dire. On peut investir de 800 € le mètre carré autour de la gare Saint-Charles, quai central, jusqu'à 4, 5 000, 6 000. Donc moi, je lui conseillerais d'investir sur des rentabilités entre 5 et 8%. Ça va lui limiter son risque. Avant, ça va lui demander trop d'argent. Après, ça va être un risque un peu trop élevé pour un investisseur. Bon, on va parler j'aimerais que, pour qu'on ne s'y perde pas dans les termes techniques, que Eric, le professeur, nous explique ce que c'est qu'un cash flow. Cash flow positif, si j'achète de l'argent à 4%, il faut que je le vende 8 ou 9 pour commencer à équilibrer mon modèle. Oui, c'est hyper compliqué là. Non, mais en fait, il y a plus d'argent qui rentre à la fin du mois que ce qui est sorti pour rembourser le crédit. Ça, c'est la théorie. On est très, très à la bourre, les amis. Vous avez été parfaits. Notre Jean-Philippe National est en train de piétiner pour l'interview de Christelle Chollet. On se retrouve pour le débrief tout de suite après et on écoute les aventures extraordinaires de Christelle. Voilà, et de retour avec Christelle Chollet, donc qui n'est pas née à Cholet, mais qui est née à Toulouse. Ça, c'est vraiment ta ville. Ah, c'est ma ville. C'est là où tu as grandi, c'est là aussi où tu apprends l'art au conservatoire. Ouais. Et alors, c'est à Toulouse que tu commences à te montrer, tu commences à chanter le répertoire français déjà, et déjà Édith Piaf. J'aimerais qu'on parle un peu d'Édith Piaf, parce que avec ton spectacle L'Empiaffé, c'est comme ça que le grand public te découvre sur scène, et à la fin, il y a un plébiscite où tu dis, mais
il faut qu'on revendique Édith Piaf. Oui, moi ce qui m'a intéressée au départ, parce que je connaissais beaucoup les chansons d'Édith Piaf, et je me suis intéressée au personnage. Et j'ai vu que c'était une personne assez drôle déjà, assez insolite, incroyable. Et du coup, je me suis intéressée au personnage. Et c'est ce qui transparaît, c'est ce que vraiment on voit dans ce spectacle en Piafé. C'est un personnage qui pourrait être Édith Piaf maintenant ou à l'époque même, hein, une espèce de Titi Parigotte comme ça qui arrive et qui casse tous les codes. Et elle est là pour remplacer, elle est dans une entreprise qui s'appelle SOS Chanteuse, elle est là pour remplacer les chanteuses qui ont plus de voix, qui sont mortes. Au pied levé, en 30 minutes. On l'appelle, il y a machin qui n'est pas là, elle c'est la spécialiste de Miley Cyrus, et ce jour-là c'est Édith Piaf. Et elle va chanter toutes les chansons de Piaf, tous les tubes, sans s'en apercevoir évidemment, parce que les chansons de Piaf racontent la vie, ce sont des chansons qui parlent de fond, il y a un fond social dans chaque chanson, ou alors ça parle d'amour évidemment, enfin en tout cas ça parle de choses vraiment concrètes quoi. Et après, donc, l'Ampiafé, tu l'as joué devant 700 000 spectateurs, c'est ça? Oui, ouais, c'était un spectacle incroyable qui a tourné très très longtemps. Pendant 5 ans. Ouais. Tu l'as rejoué d'ailleurs l'année dernière, puisqu'on célébrait l'anniversaire du décès d'Édith Piaf. Et puis tu es passé à un autre spectacle. On va en parler, mais donc Reconditionné, c'est le spectacle que tu vas jouer là partout en France. Mais en même temps, alors nous ici, on achète des appartements, des maisons. Toi, tu as acheté un théâtre avec ton mari, Rémi Katia, qui est aussi ton metteur en scène. Et on est associé dans l'immobilier. Mais comment on achète les murs d'un théâtre? Tu sais, tu visites en général 10, 20, 30 maisons avant de trouver la bonne. Tu rentres et tu dis c'est là. Et bien là, on a visité un théâtre. On est rentré, on a dit c'est là en fait. C'était une question d'onde, c'était quoi? Oui, d'onde. Et puis, alors, il faut dire que le théâtre de la Tour Eiffel est hyper bien situé. On est dans l'avenue Rapp, le square Rapp, on sort la Tour Eiffel en pied. Quand les gens sortent, elles clignotent en général. On s'arrange, on appelle la Tour Eiffel. Ils sortent, vous clignotez. Non, tu retiens les gens à l'intérieur pour qu'ils sortent à leur pile. Et du coup, c'est quand même un lieu incroyable. C'était un lieu chargé d'histoire. Il y avait eu énormément de concerts classiques, donc c'était un endroit avec une acoustique absolument fabuleuse. C'était un endroit art déco. Moi, je suis une fan absolue de l'art déco. Il était dans un état assez limite, mais on est arrivé, on a dit ouais, c'est là, on va voir ce qu'on peut faire. Et puis moi, je me suis découvert une passion pour ça. Enfin, en fait, pour refaire les choses. Donc, je suis allée chiner des luminaires, je suis allée regarder, je suis allée vraiment voir les photos des années 30, parce qu'il est né en 1907, mais il a été rénové en 1930. Donc, voilà, donc j'ai fait un travail et ça m'a passionnée, vraiment, ça m'a passionnée. Bon, après une année compliquée, l'année 2024, parce qu'il y a eu les JO qui ont bloqué justement ce quartier, ça a été compliqué. Là, c'est la femme d'affaires, en tout cas celle qui gère le théâtre, toute l'équipe qui gère le théâtre, a connu une année compliquée. Très compliqué, 2025. Je te le dis avec le sourire. Ouais, parce très compliqué. Voilà. Très compliqué. Parce que voilà, Paris, c'est compliqué d'y aller. Les spectateurs ont du mal à y aller. On a vu que là, début 2025, ils sont venus voir justement. Ils sont tous là. Non, elle va pas mourir la maman parce qu'elle va chanter. Regardez, parce que ça donne ça, Christelle Chollet, dans le spectacle Reconditionné que vous retrouvez partout en France. Regardez. Il y a un after. Alors, la copie suivante, c'est celle de Monsieur Joule. Est-ce que vous comprenez ce que vous écrivez, Monsieur Joule? Allez, tous ensemble. Voilà, et on ressort de ce spectacle avec la banane, évidemment. Tu mets une énergie incroyable, donc tu emmènes tout le monde, tu embarques tout le monde. Tout est vraiment millimétré parce que vous êtes des artistes du précis. Mais alors, il y a une chose qui nous oblige à être précis, à la précision absolue, c'est la musique. Parce que dans mon spectacle, j'ai des musiciens et les musiciens, ils ont des partitions. Et le rire, ça s'approche vraiment de la partition musicale. C'est-à-dire que si tu oublies un soupir ou une croche sur une partition, ça marche pas. Si l'effet n'est pas là, ça marche pas. Et le rire, c'est pareil. S'il te manque un temps avant la vanne, c'est pareil. Donc oui, je suis obligée. Mais moi, j'ai la chance, parce que là, je parle de moi depuis tout à l'heure, mais j'ai la chance d'être deux. Je suis double. Non, une troupe à deux. Une troupe à deux. Rémi est incroyable. Il gère des tas de choses tout le temps. Parce que moi, je parle du théâtre, mais moi, je suis en tournée, lui aussi d'ailleurs, mais il gère en plus le théâtre, il gère la programmation, il gère des tas de choses. Donc, je crois qu'on peut dire qu'on est une équipe, même avec nos musiciens. Tu as vu comment on vit? En famille, les musiciens, ma fille, mes fils qui arrivent. Tu vraiment. Ce côté multi
artistique, parce que en effet tu casses les codes, il y a de tout, il y a presque des arts du cirque, mais il y a ce côté-là en effet où tu transgresses les règles et tu passes de l'un à l'autre comme dans le cirque. Ouais, mais en fait je transgresse rien du tout parce que si tu réfléchis bien, tout ça c'est le même métier, c'est-à-dire qu'un artiste complet, c'est vrai qu'aux États-Unis on se pose moins la question parce qu'un artiste il doit savoir tout faire. Nous on a décidé qu'un artiste il soit comédien, soit chanteur, enfin moins maintenant, j'exagère, mais c'est vrai qu'à un moment j'ai pu pâtir de ça, on me posait toujours la question et même on savait pas où me mettre. Par exemple à un moment, maintenant je recommence à faire des séries à tourner et tout, mais à un moment on savait pas trop si j'étais chanteuse, si j'étais circassienne, si j'étais, mais peu importe. Alors, tu es quoi ? Mais je suis tout. Tu es artiste. Je suis une complète. Voilà, comme la les complète, galettes. comme les galettes en Bretagne. C'est bien quand on s'appelle Cholet et qu'on vient de Toulouse, on parle de la Bretagne, de ton père mon breton. Mon papa breton. Ouais. Voilà. Non, mais je Donc, crois beaucoup à ça en fait. Ouais. Et puis d'ailleurs, chacun sa route, chacun son chemin, comme dirait l'autre. On fait ce qu'on veut. Non, mais on fait ce qu'on veut avec ce qu'on. T'as remarqué, j'ai passé des chansons dans. Hein, t'as au moins 3 chansons là déjà. C'est fou. Voilà. Allez, démerde-toi avec ça. Ouais, mes amis de la SACEM. Bon, donc Christelle Cholet, qu'elle soit artiste, eh bien vous la retrouvez partout en France avec Reconditionné, son spectacle. Et dernière date de celui-là, parce que bientôt va arriver un nouveau spectacle. Bah tu reviendras du coup. Ouais, et alors ça c'est pour l'artiste, et puis la productrice, donc c'est les années 60, le musical. Oui, au Théâtre de la Tour Eiffel. Au Théâtre de la Tour Eiffel, Ouais. Alors ça c'est la propriétaire. Bon, décidément, t'es multicarte. Ouais, je suis multicarte. Mais je fais pas que ça, je peux te raconter. Tu sais que je suis aussi, je suis archiviste. Ah. Parce que j'ai des archives de toi. Non, alors non, Si. ça va devenir gênant. J'ai des vidéos de Jean-Phi. Alors si vous voulez des dossiers, j'en ai. Ça va devenir gênant. Je vais rejoindre Bruno. Christelle Cholet, partout en France, en artiste, en productrice, en propriétaire, en archiviste. Bon allez, je retourne voir Bruno. Merci Christelle. Le débrief de cette émission avec Jean-Philippe, donc en maillot de bain. Donc. Alors je ne sais quoi pas cette histoire ? Je ne sais pas de quoi elle parle. Alors, je sais qu'elle a des photos de moi, mais je ne pensais pas avoir mis un maillot de bain. Ah voilà, c'est tout nu et tout bronzé, Oui, on est peut-être. d'accord. Une émission comme on les aime, où on a peut-être compris s'il fallait investir en 2025 et surtout où. Bah oui, on a vu qu'il ne fallait pas investir n'importe où, n'importe comment, n'importe quoi. De toute façon, c'est ce qu'on dit tous les week-ends ici, il faut vraiment réfléchir. Alors moi j'ai appris quelque chose vraiment, c'est il faut pour investir acheter autour de chez soi. C'est ça. Une zone qu'on connaît. Et à Villefranche. Et à Villefranche pour faire plaisir à Marie évidemment. Et on se retrouve Jean-Philippe la semaine prochaine pour de nouvelles aventures immobilières. Oui, et moi je vais préparer les crêpes parce que le week-end prochain c'est le week-end de la Chandeleur. Eh ben bonne semaine et bonne crêpe. Hop là.